16h, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Je suis ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble aujourd'hui avec mon invité, humoriste, comédien, scénariste, chroniqueur et animateur de radio et de télévision français. Vous le voyez tous les week-ends sur France 3 dans Samedi dans Rire. Jean-Luc Lemoyne vient nous voir aujourd'hui pour son spectacle Liquidation en tournée et bien d'autres actualités à évoquer ensemble. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité aujourd'hui en direct sur Radio J. 15h, 16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui sur Radio J. C'est un plaisir. Je suis ravie de vous rencontrer, mais en fait, je vous ai déjà rencontré, je vais tout dire sur cette antenne, une soirée il y a quelques années, de grandes années même. Nos auditeurs se rappelleront peut-être de cet endroit qui s'appelle Bagatelle, où je vous avais croisé, j'étais venue vous voir et vous m'aviez répondu extrêmement gentiment. Et je tenais à le dire, donc vous êtes certainement le même sur cette antenne et hors antenne. J'espère, j'essaie de ne pas créer un personnage quand je suis dans les médias, donc oui, tant mieux. Après j'ai eu très peur quand vous avez dit Bagatelle, je me suis dit si ça se trouve, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'avais bu, Non, vous étiez parfait, rassurez-vous. On va découvrir votre actualité dans cette émission évidemment, mais nous avons un ADN assez précis, tentez de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. On va donc démarrer par le début, toujours le début. Jean-Luc Lemoyne, vous êtes né un 6 mars, je crois savoir, dans les années 70, si je ne me trompe pas, dans le 15e arrondissement de Paris. Corrigez-moi si je me trompe évidemment. Entouré de votre grande sœur Lydia et de vos parents, Roger, votre mère Thérèse, vous allez passer votre enfance à Morangis avant de déménager à Chilly-Mazarin dans l'Essonne. Ça c'est faux. Quel genre d'enfance vous direz que vous avez eu et corrigez-moi. Alors, je pense que là, il y a eu, je sais pas pourquoi, parce que je sais que sur la page Wikipédia, il y a marqué que j'ai été à Chilly-Mazarin dans un collège qui s'appelle les Dinchiens. Alors, le collège des Dinchiens, pour tout vous dire, c'est le collège où a été Marc Lavoine, mais moi, pas du tout. Donc, je suis resté à Morangis du début à la fin. Et j'ai eu une enfance de banlieue pavillonnaire, c'est-à-dire avec plein de moments heureux et plein de moments d'ennui qui m'ont construit, parce que je reste persuadé qu'on se construit dans l'ennui, et c'est ça qui m'a donné envie d'inventer des histoires. Est-ce que vous avez grandi au grand air ? Parce que souvent, on me raconte que la campagne, que le fait d'être entouré d'animaux, ça suscite justement cet imaginaire et cette envie de raconter des histoires comme vous venez de le dire. Alors, moi, je vais pas faire rêver grand monde parce que j'étais à côté d'une zone industrielle, donc le grand air, pas vraiment, mais je passais beaucoup de temps dans la rue, oui. Je jouais au foot avec mes copains. C'était une vie de banlieue comme ça, de cité un peu dortoir. On était dans des pavillons, on n'était pas dans des cités, mais en tout cas, c'était classe moyenne et beaucoup de partage avec mes amis. Ça fait de vous, du coup, quel genre de petit garçon ? Un garçon à la fois enjoué et timide, qui passait par des phases de grande confiance en lui, puis des moments où il fallait que vraiment je m'efface complètement. Donc c'était assez bizarre, j'avais l'impression de faire le yo-yo un petit peu. Est-ce que vous avez changé depuis ? Non, je pense que globalement, il y a toujours ça. Ces phases où je vais facilement vers les gens, puis des moments où c'est un petit peu moins naturel. Après, avec le temps, avec l'expérience, dans les périodes où c'est un peu plus difficile, je me force. Mais... Bien sûr, quand il y a une notoriété, évidemment. Votre passion pour la scène va se révéler à l'âge de 17 ans, à peu près, à l'école. Racontez-nous. Alors, j'étais au lycée, et puis c'est vrai que moi, depuis mon plus jeune âge, j'étais très attiré par l'humour. Sous toutes ses formes. Donc j'ai commencé à écrire dans des camps d'adolescents, c'était des articles un petit peu décalés dans le journal de la colo. Et puis après j'ai écrit des nouvelles parodiques que je faisais passer à mes camarades comme ça, qui étaient manuscrites, et il s'est passé ce qui fait que la plupart ont disparu. Et un jour, je suis en première et je vais à la fête de mon lycée, le lycée de Longjumeau. Et j'ai vu un inconnu retourner la salle, 900 personnes qui étaient morts de rire. Je me dis, mais c'est quoi cette sensation-là ? Il faut que j'essaye. Donc, quand je me suis retrouvé en terminale, je me suis inscrit à la fête du lycée, je me suis lancé sur scène. Et là, j'ai eu la chance du débutant. J'étais avec mon camarade de terminale, mon camarade de maths. Et on a improvisé plus ou moins. Est-ce que c'est Sébastien ? Non, c'est David Falic, qui est maintenant proctologue. Voilà. Et mon premier sketch, c'était un numéro de ventriloque. Donc, est-ce que... De mettre ma main dans David, ça lui a donné envie de devenir proctologue, je ne sais pas.
Et le nom de famille est pas mal aussi. Quelques temps plus tard, donc, vous allez monter un trio, je crois, Les Cauchemars, qui va se produire à Paris au Berry Zèbre. Est-ce qu'on peut dire que là, c'est vraiment la première fois sur scène, ce que vous estimez être les premières fois avec un public qui va peut-être vous donner l'émoi au départ et vous donner l'envie de poursuivre par la suite ce métier? C'est le premier risque, en tout cas, parce qu'on a commencé à jouer en banlieue et on jouait dans des MJC, mais avec les copains, il y avait assez de copains pour remplir les salles, donc ça, il n'y avait pas de risque. Là, avec mes camarades, on essayait de jouer dans des scènes ouvertes à Paris, que ce soit au Café de la Gare, que ce soit dans d'autres endroits. Et là, on a commencé à louer notre première salle. Et on avait à peu près loué 5 soirs et on avait de quoi financer un soir. Donc c'était le gros saut dans le vide pour nous. Et puis ça s'est bien passé. On a juste équilibré les comptes, mais c'était un risque. Et le Berry Zèbre, à l'époque, c'était un des derniers cinémas de Belleville, parce qu'il a été réhabilité depuis, mais c'était un cinéma qui faisait un peu de théâtre et qui, en même temps, passait des vieux films que j'ai en Easy Rider. Donc, et qui avait une particularité formidable, c'est qu'il n'y avait pas de chauffage. Donc on jouait sur scène et on avait de la buée qui sortait de la bouche. Vous allez obtenir un baccalauréat C scientifique et obtenir un DUT en GEA. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est gestion administration des entreprises. Alors là aussi, il y a une petite erreur, c'était un TechDoco 2, donc c'est commerce international. Commerce international, une maîtrise en publicité, est-ce que ça c'est exact? Ça, c'est bon. À ce stade, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? À ce stade, je suis persuadé que j'adore être sur scène, mais j'ai des gros doutes sur le fait que je puisse en faire un métier. Donc je me dis, qu'est-ce qui se rapproche le plus de mon désir de création? Et c'est vrai que là, on est dans début des années 90, on est dans un âge d'or de la publicité, avec des émissions comme Culture Pub, et c'est vrai qu'il y a des pubs qui sont vraiment drôles. Et je me dis, mais allez, ce qui pourrait se rapprocher le plus, c'est de devenir concepteur-rédacteur. J'avais une vision un petit peu fantasmée du métier. Mais je me suis dit, tant qu'à faire des études, autant aller dans ce sens-là. Est-ce que du coup, vous avez appliqué ces études-là? Est-ce que vous avez pratiqué ce métier? Ou très vite, finalement, vous êtes parti réaliser votre rêve? Et qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors non, j'ai jamais travaillé en agence. Lors de stages pendant mes études, je me suis retrouvé dans des radios, notamment Oui FM. Et c'est vrai que le garçon qui écrivait toutes les pubs de Oui FM à un moment a quitté la station. Je me suis retrouvé à écrire les spots. Donc c'est la seule fois où j'ai fait ça. Oui FM, donc avec des spots. Et puis plus tard, vous allez écrire un premier one-man show qui s'intitule Prolongation, qui va triompher à Paris et vous faire connaître. Vous allez enchaîner avec 6 autres shows. Mais tout d'abord, est-ce qu'on va vous tendre la main à ce moment-là, quand vous démarrez avec ce premier spectacle? Est-ce que vous allez être aidé? Comment vous allez parvenir à faire cela? Alors, entre mes débuts sur scène et le one-man show, il se passe presque 10 ans. C'est ça. Parce que j'ai fait des expériences de groupe et notamment... j'ai fait un trio, un duo, puis une pièce qui s'appelait Mon colocataire est une merde, qui a été achetée pour le cinéma. Et ça m'a permis de travailler dans le cinéma pendant 2 ans en tant que script doctor. Et puis j'arrivais au bout d'un cycle et j'ai commencé à écrire pour la télé. Et là, je me lance en one-man show et là, ça s'est accéléré. Je ne sais pas si mon désir était profond de faire du one-man show. J'avais envie d'être sur scène. Et là, par la force des choses, mon partenaire m'a planté 2 mois avant la première. Donc je me suis dit... je vais pas chercher un autre partenaire, je vais y aller tout seul. Et ça a été une bénédiction pour moi parce que 6 mois plus tard, j'ai été sélectionné pour faire partie des révélations françaises de l'année au Festival Juste pour Rire à Montréal. Et Laurent Ruquier est venu me voir sur scène. Et j'ai pas eu de retour immédiat. Mais 6 mois plus tard aussi, il m'a proposé de faire des essais à Europe 1, dans On va se gêner. Et c'est là que ça a commencé au niveau médiatique pour moi. Et c'est vrai que Laurent, ça a été un coup de projecteur fabuleux. Ah, c'est incroyable, on va en parler dans un instant. Il y a donc ce premier spectacle Prolongation, suivi de 6 autres shows. Jean-Luc Lemoyne est inquiétant, Jean-Luc Lemoyne au naturel, Man Show, si vous avez manqué le début, Brut 2 et enfin le dernier pour lequel vous venez nous voir aujourd'hui, Liquidation, où on vous retrouve aujourd'hui en tournée. Vous démarrez en disant à votre public que vous avez plein de choses à raconter, mais vous hésitez. Oui, j'hésite parce que j'explique que moi je mise toujours sur l'intelligence des gens qui viennent me voir et faut dire la vérité, j'ai eu quelques surprises. Donc maintenant, je fais attention. Donc je démarre le spectacle pied au plancher. C'est vrai que ce spectacle-là, je pense que c'est la résultante de tous les spectacles que j'ai pu écrire. J'ai l'impression d'avoir jamais autant maîtrisé mon métier qu'aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, justement, on va parler longuement parce que vous dites que ce que tous les humoristes finalement me disent en venant ici, c'est aujourd'hui, tout peut être mal interprété.
Oui. Il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Bien sûr, il faut faire attention à tout, mais moi je reste persuadé que la scène reste le dernier endroit où on a encore le temps de développer une idée. C'est ça. Sauf que si on prend un extrait, on isole un extrait d'un spectacle et on le met sur les réseaux, c'est différent. C'est ce que Elie Semoun me disait il y a quelques jours. Vous avez été traité d'homophobe parce que vous aviez dit que vous n'étiez pas gay. Est-ce que c'est vrai ? Parce que c'est ce que vous dites sur scène, vous le racontez, vous enjolivez sans doute. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que je pousse je pars souvent d'expériences vraies que j'ai vécues ou que d'autres ont vécues, et je le pousse jusqu'à l'absurde. Et c'est vrai que on est dans une telle confusion de ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire, que tout peut être mal interprété. Donc aujourd'hui, dire qu'on n'est pas gay, certains vont dire ah ok, donc t'es homophobe. Enfin, la façon de... On répond. Oui, parce que dans le sketch, la personne dit non, la façon tu l'as dit, il y avait un peu de condescendance. Et cette condescendance peut être assimilée à l'homophobie. Et là, je deviens fou parce que je me dis mais qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire. Et j'explique dans le spectacle, le problème, c'est que on nous demande toujours si on peut rire de tout, mais est-ce qu'on va continuer à dialoguer ? Tout peut être problématique aujourd'hui. Aujourd'hui, vous dites bonjour à quelqu'un, il peut vous répondre non. Non, pourquoi bonjour ? C'est quoi cette injonction qui t'oblige obligatoirement à passer une bonne journée ? Tu te rends compte de la charge mentale que tu m'infliges avec tes bonjours ? Et là, on tombe dans la folie totale. C'est ça. On m'a raconté une histoire il y a quelques heures, juste avant de rentrer dans ce studio, et je me suis dit que j'allais peut-être la raconter, ou pas, mais je vais le faire. Une personne que je connais s'est retrouvée à une caisse pour payer, et c'était un homme qui était maquillé, avec des cheveux longs, et donc on s'est dit, je vais te dire merci monsieur. Ouais. Et la personne a soufflé. Quand on est face à ce genre de réaction aujourd'hui, en 2026, on ne sait plus trop comment on doit réagir. Ouais. Et c'est un peu ce que vous racontez à ce moment-là, justement. Vous dites qu'il y a une forme de communautarisme en général, et ça peut être agaçant. Moi, que des gens se revendiquent d'une communauté, ça me va très bien. Ce qui me dérange, c'est quand ils se revendiquent que de ce communautarisme-là. Les communautés doivent s'enrichir les unes les autres et doivent se échanger. Le problème, c'est que par réflexe, par précaution, j'ai l'impression que chacun se renferme dans son cercle restreint. Et ce qui me fait peur, on pose la question aux humoristes, est-ce qu'on peut rire de tout ? Moi, la question, c'est est-ce qu'on va continuer à dialoguer, simplement ? C'est ça. Parce qu'avant de rire, il faut déjà parler. Et là, ça devient de plus en plus difficile. C'est ce que vous dites dans votre spectacle. C'est pas la fin de l'humour aujourd'hui qui me fait peur, c'est la fin du dialogue. On a le droit de ne pas être d'accord, mais je vous en supplie, continuons de dialoguer. Un spectacle sans heurter personne, c'est un spectacle raté, Jean-Luc Lemoyne, c'est vrai ? Pour moi, oui. Parce que de toute façon, on a tous des fragilités différentes. Et l'idée, c'est pas de blesser pour blesser, ou bien au contraire. L'idée, c'est pas ça, parce que de toute façon, si vous blessez quelqu'un, c'est toujours un échec. Ça veut dire que les gens n'ont pas compris ce que vous vouliez dire, ou que vous étiez mal intentionné. Moi, j'ai envie d'aller loin dans mes spectacles, mais j'ai pas envie de choquer pour choquer. Choquer le bourgeois, entre guillemets, c'est assez facile. Mais raconter quelque chose, c'est plus valorisant. Je vous rassure, vous y arrivez extrêmement bien. Vous parlez de cette société qui vous inquiète et sans tabou. Vous balayez tous les sujets avec votre humour, celui qu'on vous connaît, avec un esprit affûté, cet humour irrévérencieux qu'on voyait notamment sur la 8, il fut un temps, des communautarismes aux fake news, de la montée de la bêtise à la propagation rapide aux idées les plus folles, des idées les plus folles. Et vous liquidez, alors vous allez me dire si c'est ça l'idée, vous liquidez toutes vos observations et toutes vos vannes. Est-ce que c'est l'idée du spectacle ? Pas vraiment. Ouais, c'est ça. Et puis c'est surtout la liquidation, le titre vient du fait que je me suis posé la question, c'est est-ce que notre société, la société dans laquelle on vit, si on la comparait à une société commerciale, est-ce qu'elle serait en bonne santé ou proche de la liquidation totale ? Et malheureusement, je pense qu'on prend la voie de la liquidation. Après passer ce constat plutôt pessimiste, l'idée c'est de savoir comment on peut réagir. Pourquoi tout est mis en place finalement pour que on est dans une société de la simplification. Et on a des exemples tous les jours. J'ai l'impression qu'on fait tout pour que les gens soient de plus en plus crétins. On privilégie pas la réflexion. Mais tout. C'est un exemple qui n'est pas dans le spectacle, mais il y a pas longtemps, on m'a envoyé une pièce pour savoir si ça pouvait m'intéresser. Et tout de suite, l'intelligence artificielle m'a envoyé un message en me disant « Oh, ce texte est long, est-ce que vous voulez que je vous le résume ?» Non, parce que ça n'a aucun intérêt un résumé de pièce si vous voulez voir si le rôle est intéressant, comment c'est construit et tout. Mais en tout cas, ce qui veut dire, c'est que ce que ça raconte, c'est que de toute façon, on va faire en sorte que vous fassiez de moins en moins d'efforts. Et je pense que de temps en temps, il faut faire des efforts.
On va écouter un extrait de votre spectacle avec la bande-annonce. J'ai l'impression que plus notre téléphone devient intelligent, plus nous on devient con. Non mais vraiment, l'autre fois il y a un mec qui m'écrit « Tu te trouves drôle, pauvre merde ?» Bah bonjour à vous aussi. C'est important de prendre conscience de la société dans laquelle on vit. Quand je voulais expliquer que j'étais pas porté sur le sexe, je disais toujours, moi de toute façon, j'ai la libido de l'abbé Pierre. Ça, honnêtement, ça passe plus ce genre de vanne. Vous avez vraiment des indignations sélectives. Hein. Oh moi, je suis un gars plutôt optimiste. Je mise toujours sur l'intelligence des gens qui viennent me voir. Et là, je vous vois. Non, ça s'applaudit pas non plus, mais c'est... Non mais pardon, mais dire que le réchauffement climatique, c'est un moyen de prolonger l'été, c'est comme un mec qui se fait amputer des 4 membres et qui dit après, c'est génial, je vais pouvoir voyager en bagage à main. Elle m'a dit qu'elle avait un cancer et que pour se soigner, elle avait besoin de 75 €. Je me suis renseigné, un cancer à 75 €, c'est pas cher. Quelle planète on laisse à nos enfants? Quand tu vois la gueule de certains gamins, la question c'est plutôt quels enfants on laisse à notre planète? Voilà pour l'extrait de votre spectacle Liquidation, spectacle en tournée, Jean-Luc Lemoine, et on vient de l'entendre à l'instant sur notre antenne avec cette bande-annonce sur les réseaux. Vous parlez bien sûr des brouteurs, de ces femmes persuadées de vivre une histoire avec David Hallyday, Patrick Bruel, et j'ai envie de rajouter avec même Brad Pitt, puisqu'il y a une actualité. Anne, la femme escroquée par le faux Brad Pitt, attaque en justice en ce moment 2 banques et réclame un remboursement de 800 000 €. Elle accuse les banques d'avoir approuvé des virements absurdes, dont un intitulé Transplantation rein Bradley Pitt. Est-ce que ça vous fait réagir? Parce que ça, c'est extrêmement inspirant pour vous sur scène, j'imagine. C'est très inspirant. Les brouteurs, c'est un sujet moi qui me fascine depuis très très longtemps parce que, en plus, il y a pas de moquerie. Je parle des brouteurs, je parle des platistes. L'idée, c'est pas juste dire regardez les crétins qui sont et tombés vous dites dans le ça piège. peut arriver à tout le monde Ça en peut arriver plus. à tout le monde. On a tous un moment de fragilité dans notre vie où d'un seul coup, quelqu'un va vous parler et même si c'est faux, vous avez envie d'y croire parce que ça vous apporte du réconfort. Mais en ce qui concerne Anne et tout, alors maintenant si elle se retourne contre la banque, là ça va loin parce que évidemment que la banque pourrait être un petit peu vigilante, mais en même temps elle aussi c'est compliqué. Je parle dans le spectacle parce que ça arrive tous les jours. Là il y a une japonaise il y a 3-4 mois de 80 ans qui s'est fait arnaquer parce qu'elle elle était persuadée qu'elle communiquait avec un astronaute. Et l'astronaute l'a arnaqué en lui disant qu'il avait besoin d'argent pour acheter de l'oxygène. Ouais. Et c'est passé. C'est passé, donc c'est la porte ouverte à tout. Donc évidemment que, en plus, avec l'intelligence artificielle, ça va être de plus en plus difficile de déceler le vrai du faux. On a une responsabilité, mais je peux comprendre que certaines personnes soient fragiles à certains moments. Plus ludique, on vient vous parler sur les réseaux sociaux, à vous aussi Jean-Luc Lemoine, notamment cette Chantal avec une histoire de cancer à 75 € qu'on vient d'écouter dans la bande-annonce, on n'en dira pas plus, mais vous dites, alors je crois savoir que vous êtes en couple, mais vous dites que vous ne draguez plus depuis Balance ton porc. Et cette analyse, elle est excellentissime. Oui, enfin plus à l'ancienne. Plus à l'ancienne, vous savez, quand vous vous mettez au bar et que vous espérez croiser un regard, ça c'est plus possible parce que j'ai pas envie d'être accusé de harcèlement. Mais pourtant, je suis pas du tout un dragueur lourd. Le problème, c'est qu'en vieillissant, je suis devenu myope. Donc quand je regarde une fille avec insistance, j'essaie pas du tout de l'importuner, j'essaie juste de faire la mise au point. Vous racontez ça sur scène et vous avez reçu une pub pour les sites de rencontres et j'ai très envie qu'on écoute un extrait. J'ai reçu aussi des pubs pour des sites de rencontres. Il y en avait un à l'accroche, c'était pour les célibataires exigeants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraiment des sites pour les célibataires crevards? Non mais au départ, on est tous exigeants. On rêve tous de rencontrer quelqu'un qui nous trouve du charme en étant non alcoolisé. Et puis après, on devient pragmatique. Si ça fait 5 ans que t'es célibataire, t'es moins exigeant. Tu prends un bâton, tu tapotes la personne, si elle bouge, tu envisages de refaire ta vie avec. Voilà un petit extrait de votre spectacle à nouveau Jean-Luc Lemoine et vous dites qu'aujourd'hui, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, on est de plus en plus stupide. En tout cas, tout est mis en œuvre pour qu'on le soit. Mais moi, j'ai confiance en l'être humain. Donc, je pense qu'on peut faire changer les choses si on reste pas passif. Si on reste pas passif, ouais, ça c'est pas toujours évident pour certains. Vous parlez de vos enfants, notamment du Céci Foot pour les aveugles avec votre fils, on rit beaucoup, du fléau des cons. Vous évoquez aussi le fléau des réseaux sociaux et de ces haters. Et ça, vraiment, on a la sensation, Jean-Luc Lemoine, que vous le subissez. Oui, je le subis comme tout le monde, tous les gens qui sont exposés et un peu médiatisés sur les réseaux sociaux. Des fois, vous prenez des balles perdues, vous savez même pas pourquoi. Alors moi, c'est encore particulier, je me prends régulièrement des balles perdues,
parce que des gens sont persuadés qu'ils écrivent à Jean-Luc Mélenchon. C'est pas vrai. Si. Mais ce que ça raconte, c'est surtout que les gens se précipitent. Ils balancent des insultes, ils tapent hashtag Jean-Luc et ils voient même pas que c'est pas Mélenchon, c'est le moine. Ils balancent et vous vous dites, si vous voulez insulter quelqu'un, prenez le temps quand même, un minimum. Mais il y en a beaucoup qui vous insultent en pensant que c'est Jean-Luc Mélenchon parce que c'est quand même assez dingue ce que vous dites là. Ah oui, non, ça m'arrive très très souvent. Et ça raconte plein de choses. J'en parle dans le spectacle aussi. C'est toujours difficile de bien maîtriser ces réseaux sociaux et c'est vrai que moi je me pose des questions, notamment sur Instagram. Est-ce que je réponds ? Est-ce que je réponds pas ? Puis on me dit ouais, il faut partager plus de trucs perso, plus intimes. Et c'est vrai qu'une fois j'avais eu le Covid pour la deuxième fois et j'avais partagé mon test positif en story. Ouais. Si vous saviez le nombre de personnes qui m'ont félicité en pensant que j'étais enceinte, mais ça raconte quelque chose. C'est que les gens en fait se hâtent pour dire les gens veulent savoir ce que je pense, alors que globalement non. Si c'est intéressant, oui, mais il n'y a pas d'urgence. Prends le temps. Jean-Luc Lemoyne, il faut prendre le temps justement de venir vous voir sur scène avec ce spectacle Liquidation en tournée. Dans un instant, on va poursuivre évidemment cette émission. On va parler longuement d'une chronique littérature avec Annabelle Chakmes et pas seulement, on va poursuivre avec votre actualité. Le billet du jour avec Sarah Elbaz et puis ce sera le portrait de notre invité dans les yeux de Véronique Zana. Mais tout de suite, vous restez avec nous dans un instant, ce sera le rappel des titres. Sarah Cohen. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. 15h, 16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, Washington se montrerait disposé à assouplir son exigence d'un arrêt total de l'enrichissement d'uranium iranien. Déclaration après la rencontre entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump hier à la Maison-Blanche. De son côté, Israël redoute toujours un accord au rabais limité au nucléaire, laissant de côté le programme balistique iranien et le soutien aux organisations terroristes dans la région. 2 juifs iraniens arrêtés pour leur participation présumée à des manifestations contre le régime ont été libérés. Leur libération aurait été obtenue grâce aux démarches de responsables de la communauté juive auprès des autorités. La Cour constitutionnelle allemande a rejeté la plainte d'un Palestinien de Gaza visant à empêcher l'Allemagne d'exporter des armes vers Israël. Le plaignant contestait l'exportation de pièces allemandes utilisées dans les chars israéliens à Gaza. Après le rejet de sa demande par les tribunaux inférieurs en 2024 et 2025, il avait saisi la plus haute juridiction. Les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne se réunissent en Belgique pour faire face aux pressions internationales. L'Union européenne doit gérer les tensions avec le président américain Donald Trump, les pressions économiques de la Chine et les menaces hybrides de la Russie. Cette réunion doit préparer un sommet important prévu fin mars. En France, Rachid Kenich, condamné à 18 ans de prison pour le meurtre de son voisin juif René Adjadj, 89 ans, à Lyon en 2022. Le parquet avait demandé une peine maximale en évoquant un meurtre à caractère antisémite, mais le tribunal n'a pas retenu cette qualification. Bien que Kenich ait partagé des contenus antisémites sur les réseaux sociaux, aucun lien direct n'a été établi entre ses publications et le meurtre. Enfin, 20 ans après la mort d'Ilan Halimi, plusieurs hommages sont organisés en Île-de-France. Un premier hommage est organisé à 18h30 à Bagneux, dans le jardin qui porte son nom. Demain, le président Emmanuel Macron doit planter un chêne dans les jardins de l'Élysée en présence de la famille d'Ilan Halimi et d'environ 200 invités. Pour rappel, Ilan Halimi, 23 ans, est mort le 13 février 2006.
Merci beaucoup Nina Alouche. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite, c'est une courte pause et puis on poursuit notre émission avec Jean-Luc Lemoyne et mes chroniqueurs sur Radio J. Les infos week-end. Eva Soto. Tous les dimanches, je vous donne rendez-vous à 6h20 et à 8h20 avec l'écrivain et ancien diplomate russo-ukrainien Vladimir Fedorovski, le personnage emblématique de la perestroïka. Décryptage, histoire, anecdote, c'est tous les dimanches sur Radio J. Radio J. Alexis Lacroix, directeur de la publication de l'hebdomadaire Actu J. Cette semaine, 20 ans après, Ilan Halimi, nos illusions perdues. L'enlèvement, la séquestration, puis l'assassinat d'Ilan Halimi par le gang des barbares ont rempli d'effroi les contemporains. Mais depuis, hélas, les atteintes à sa sépulture se sont multipliées incessamment jusqu'à nos jours. Abonnement papier ou digital, c'est vous qui choisissez sur actuj.com. Actu J, l'hebdomadaire de référence de la communauté et du monde juif. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui Jean-Luc Lemoyne pour son spectacle Liquidation en tournée. Jean-Luc, on parlait tout à l'heure de théâtre évidemment, j'ai envie d'en parler avec vous puisqu'à 25 ans vous avez signé une première pièce, Mon colocataire est une merde, je crois que c'était 25 ans, dans laquelle vous jouiez, mais aussi Le sens ludique, une comédie pornographique et familiale, Amour et chipolata, et puis enfin Témoin de mariage, mise en scène par Anthony Marty, qui a connu un franc succès, plus de 150 représentations à Paris, il me semble, dont certaines au Théâtre des Variétés, avant de partir en tournée. C'est ça. Racontez-nous l'histoire de cette pièce. Témoin de mariage ? Ouais. Témoin de mariage, c'est une... ça se présente comme une comédie romantique plutôt classique et en fait c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un couple de quadragénaires qui veut retrouver un ancien ami un peu perdu de vue, qui a leur âge aussi, et parce qu'ils ont décidé de se marier après plusieurs années de vie commune, et c'est vrai que le garçon du couple voudrait absolument que leur ex-meilleur ami soit leur témoin de mariage. Sauf que la fille du couple est un petit peu remontée contre lui parce qu'il est parti. C'était en fait deux couples qui vivaient ensemble, enfin qui passaient beaucoup de temps ensemble, et le camarade en question a plaqué la copine. Et donc il revient pour faire connaître, enfin renouer les liens avec ses anciens amis, sauf qu'il vient avec une jeune fille de 19 ans. Bande annonce. Pourquoi cette soirée et pourquoi tiens-tu absolument à ce que Thomas soit notre témoin de mariage? Il m'a pas inventé les joies du célibat parce qu'il s'est recasé. Quoi? Mais avec qui? Ravi. Thomas nous a beaucoup parlé. Ah bon? Tu te souviens de Nathalie? Oui, vaguement, oui. C'est ça. C'est qui Nathalie? C'est mon ex. Et Lily, c'est pour Liliane? Non, c'est pour Lilliput. Ah. Tu sais à qui elle m'a fait penser? À Charline. Charline? Tu trouves pas ça un peu long, là, tous ces reproches? Tu veux pas synthétiser un petit peu? T'as raison. Grosse conne! Oh, T'es gentil, mais tu me laisses décider si j'ai envie de me caser ou pas. Bon, écoute, si on veut plus rien dire, moi je me casse. Je suis pas venue me passer une soirée de merde. Une soirée de merde, mais la faute à qui? Est-ce que t'accepterais d'être mon témoin? Un beau jour. Bon, qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Je suis fasciné. J'ai compris. Reste calme. Je suis calme, je suis très calme, j'ai rarement été aussi calme. Si tu pouvais te détendre un peu et arrêter d'être ironique, je t'assure que ça ferait plaisir à tout le monde. On n'est pas là pour partager un héritage, on est là pour bouffer du hachis parmentier. Il y a quand même plus stressant dans la vie, non? Dans les points positifs, j'ajoute altruiste. Altruiste. Ah non, mais je t'assure, moi j'étais gêné tellement j'étais bon. Peut-être qu'autrui, c'est quelqu'un qui donne à manger autrui, hein. Ben, je crois qu'on s'est tout dit.
Voilà pour cette comédie inédite de mœurs modernes où on reconnaît tout de suite votre style, il faut dire, Jean-Luc Lemoine. C'est aussi drôle que mordant. En tout cas, la bande-annonce fait très envie, portée par 4 comédiens ultra complices. Anthony Marty, qui est aussi à la mise en scène. Je vais citer évidemment tous les acteurs. Florence Facchimi, Mathilde Lafont et puis Arnaud Sermolacci, si c'est comme ça que ça se prononce. Exactement. Sermolacci. Le théâtre, c'est une révélation pour vous? Ça a toujours, ce que je disais tout à l'heure, j'ai toujours voulu écrire de l'humour. Donc c'était une suite logique, le théâtre. Même si j'ai eu une relation un petit peu compliquée avec le théâtre, mes pièces en général mettent énormément de temps à se monter. Oui, mais c'est pas méchant du moment que ça se monte. Il y a des moments, je vous assure que il y a du doute. Oui, ouais, il y a du doute. Amour et Chipolata, qui s'appelait au départ Les Grillades du Souvenir, ça a mis 10 ans à se monter. Ouais. Et après, quand c'est parti, ça a joué sans discontinuer 7 ans à Paris. Voilà, c'est merveilleux. C'était formidable. Mais par exemple, Témoin de mariage, c'est une pièce que j'ai écrite il y a 20 ans. Il y a 20 ans et qui existe que depuis quelques années. 2017 Non, et plus bizarre que ça, c'est-à-dire que ça s'est jamais joué en France. Plein de gens ont en Italie, oui. Et ça s'est joué à Rome. Mais comment ça se fait, ça? La SACD, Amour et Chipolata avait connu un très beau succès, donc ils m'ont dit, mais vous n'avez pas d'autres pièces? Et je dis, si, j'en ai une, Témoin de mariage. C'est une pièce qui était passée de main en main, parce que beaucoup de gens voulaient la monter, mais ça n'allait jamais jusqu'au bout. Ils l'ont fait traduire, et puis un jour, ils m'ont dit, les Italiens veulent la monter. Je suis écoutez, allez, on y va. Merveilleux. Et vous l'avez vu en italien? Non, du tout. Vous êtes sur scène en ce moment avec la pièce Le Prénom, qui est en tournée, en combo en alternance, avec votre spectacle. Donc déjà bravo, parce que j'imagine que le rythme est assez effréné. C'est pas toujours évident. Oui, c'est une belle année. Une belle année, ça fait pas loin de 140 dates sur la saison. Ouais. Comment vous en êtes arrivé là, à cette pièce Le Prénom, qui a connu plusieurs castings, et quel est votre rôle? Vous demandez forcément si c'est celui de Patrick Bruel ou pas. Physiquement, je pouvais pas. Je ne pouvais pas, je reste à ma place. Donc non, je joue le rôle de Pierre, l'universitaire, le mari de Babou dans la pièce, qui a un rôle assez magique. Je suis arrivé très très frais sur cette pièce, parce que je devais faire partie des 10% de Français qui n'avaient vu ni le film ni la pièce. Okay. Et donc je me suis plongé dans le texte, et c'est un tel bijou, c'est de l'orfèvrerie. Donc j'y suis allé, et puis j'ai eu une équipe géniale autour de moi, de Cartman, Aurélia Chattoni, François Raison ou Laurence Pierre, mis en scène par Éric Logérias. Et c'est vrai que c'était un cadeau pour moi, parce que ça fait maintenant plus de 30 ans que je fais de la scène, et c'est la première fois que je joue le texte de quelqu'un d'autre. Ah, ça c'est joli. Éric Logérias, d'ailleurs, je fais un petit parallèle, qui sera notre invité la semaine prochaine sur cette antenne. Jean-Luc Lemoine, vous avez Comment? Méfiez-vous de lui. Je lui dirai. Vous avez participé à plusieurs films et téléfilms également, en tant qu'acteur et en tant que scénariste. J'ai toujours envie de savoir quel serait votre film ou rôle rêvé. Pendant longtemps, mon rôle rêvé, ça aurait été de trouver un rôle à la Hannibal Lecter. Ah, toujours le méchant. Ouais, un psychopathe. Vraiment un psychopathe, mais un psychopathe vraiment inquiétant. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance. Ce qui me fascinait, c'était les psychopathes marchent lentement. C'est ça qui est intéressant. Ouais. J'avais un film qui s'appelait Monde Ouest, avec Yul Brynner qui les gens couraient pour lui échapper, lui il marchait, il les rattrapait toujours, et je trouvais ça assez fascinant. Et ce qu'a réussi à faire Anthony Hopkins dans Le Silence des agneaux, je trouve ça fabuleux, c'est-à-dire être ultra flippant en faisant un minimum de choses. Il y a tellement de choses qui passent par le jeu, par l'économie de jeu, par les regards, ça m'aurait fasciné. Jean-Luc Lemoine, c'est ma dernière question. Évidemment, après votre premier spectacle, vous l'évoquiez tout à l'heure, Laurent Ruquier est venu vous chercher pour aller aussi bien à la télé qu'à la radio. On va gêner sur Europe 1, et puis on a tout essayé, on n'est pas couché. Et puis par la suite, on vous a vu bien sûr sur d'autres fréquences, et puis sur TPMP. J'ai forcément envie de vous dire, parce qu'aujourd'hui, on vous retrouve à la présentation de Samedi d'en rire sur une hebdomadaire, mais bon, je crois que c'est 2 jours, c'est tous les week-ends, donc c'est samedi et dimanche sur la 3. Que le samedi. Que le samedi sur la 3. C'est un programme entouré de chroniqueurs qui vous ressemblent. Mais est-ce que vous auriez envie de revenir sur une quotidienne, comme on a pu le voir il y a 8 ans, parce que vous êtes parti il y a 8 ans, je crois, si j'ai bien compté. Exactement. De TPMP. Ça m'a l'air d'être hier, et pourtant c'est assez loin quand même. Oui, parce qu'en plus, comme c'est une émission qui a beaucoup marqué les gens, qui continue à marquer les gens, il y a une persistance rétinienne, donc ça m'arrive que des gens me disent « Ah, je vous ai vu hier ». Je fais « ça fait 8 ans que je suis parti, les amis ». Mais bon, ça m'appartient pas. Il y a des témoignages très sympathiques par rapport à ça. Comme c'est une émission très clivante, il y a des témoignages très agressifs par rapport à ça. Mais c'est amusant, parce que
tout le monde a un avis sur TPMP, et quand les gens me disent justement, je vous ai vu la semaine dernière ou quelque chose comme ça, je dis mais vous regardez vraiment l'émission? Il fait non, je regarde plus. Je regarde plus, mais ils ont un avis. Voilà, c'est ça, exactement. Donc moi, ça fait partie de mon parcours. Je me suis beaucoup amusé dans les premières années de TPMP. Les questions en 4 tiers notamment, qui ont été très marquantes quand même, qui ont été déclinées avec Camille Combal et d'autres par la suite, parce que c'était quand même un petit peu le même. Non, parce que moi c'était vraiment sur l'équipe. Donc ils ont fait des choses qui ont ressemblé avec Sacha Elbaz, avec Pouki, avec l'œil de la rédac. Mais que ce soit Bertrand ou Camille, on était chacun dans notre ligne de nage, on se marchait pas du tout dessus. L'exercice de la quotidienne et l'exercice du direct peut me manquer, mais si ça ressemble à ce qu'on a vécu au début, c'est-à-dire un truc très potache où les gens venaient se vider la tête avec nous, et on n'était pas tout jeunes, mais on était les sales gosses, quoi. Dans Tout Beau Tout Neuf aujourd'hui, on a la sensation quand même qu'il y a un petit retour au début avec des séquences qui se faisaient plus au début qu'à la fin de TPMP sur la 9. Est-ce que vous l'avez observé ça, et est-ce que cette émission-là vous ferait davantage envie? Alors, je vais être très honnête, c'est-à-dire que là, justement, à cause de la tournée, je regarde très peu la télé, à part les matchs de foot, et que je regarde en replay, mais sinon, j'ai pas assez regardé l'émission pour voir. Je lis partout qu'ils sont revenus de plus en plus à quelque chose qui ressemblait au TPMP que moi j'ai pu connaître. Je vous pose cette question-là parce que je vous avoue que comme certains anciens reviennent, je pense que vous seriez un visage qu'on aurait envie de revoir à la télévision sur une quotidienne. Mais après, c'est très personnel, évidemment. Je sais pas ce que les gens penseraient, mais en tout cas, il n'y a eu aucune démarche en ce sens, d'un côté comme de l'autre. Jean-Luc Lemoyne, tout de suite, on vous parle littérature avec Annabelle Chakmes. Radio J. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour Monsieur Lemoyne. Oh Monsieur Lemoyne. Alors, bonjour Jean-Luc. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Dites-nous tout. Eh bien, chère Cyrielle, quand vous m'avez annoncé l'invité d'aujourd'hui, j'étais en train de lire un livre qui a instantanément résonné en moi avec la thématique de votre pièce, Liquidation, cher Monsieur Lemoyne. Parce que dans ce livre aussi, l'auteur pose un regard lucide sur un monde un peu à la dérive. Et ce livre s'intitule Chez les fous d'Albert Londres. Tout à fait. Dans cet ouvrage, Albert Londres enquête sur les asiles psychiatriques en France au début du XXe siècle. Il pousse les portes, observe, écoute, décrit. Il montre des lieux fermés, des corps enfermés, des vies mises à l'écart. Alors, ce n'est pas un récit spectaculaire, non. C'est une véritable immersion, une sorte de radiographie d'une société où on comprend comment celle-ci traite les gens qui débordent, qui dérangent, qui ne rentrent plus dans les cases. C'est un ouvrage un peu une sorte d'état des lieux de la santé mentale de l'entre-deux-guerres, où on lit la peur de la différence, de l'abandon institutionnel, la violence parfois banalisée. Et selon vous, quelle est la réelle force des textes d'Albert Londres, du coup? C'est son écriture directe, pas d'emphase inutile, des descriptions précises, concrètes, qui donnent l'impression d'être là, dans les couloirs. Vous êtes presque dans les chambres, face au regard. Et c'est personnellement ce que j'adore dans les ouvrages d'Albert Londres. On est au cœur de l'action, au cœur du réel. Parce que ce pionnier du journalisme d'investigation n'écrivait jamais pour le confort, il écrivait pour déranger, pour éclairer, pour forcer à regarder ce que l'on préfère souvent ignorer. En conclusion, je dirais que finalement ce livre pousse à une réflexion fondamentale. Qu'est-ce qu'on appelle la normalité et qui décide de ce qui est acceptable ou non ? J'ai envie de vous citer pour finir un passage du livre lorsque l'auteur écrit sur les méthodes du docteur Dide qui officiait près de Toulouse. Pour soigner les fous, il faut d'abord prendre la peine de comprendre leur folie. Il faut aussi profiter de leurs jours de lucidité pour les réadapter à la vie ordinaire. Traiter continuellement comme un fou, l'homme qui ne perd que de temps à autre le contrôle de son jugement, c'est l'enfoncer dans son infortune. En réalité, on ne peut s'empêcher de se demander si cela ne ressemble pas étrangement à notre société actuelle dans laquelle nous sommes ensemble, mais finalement assez seuls et où plus personne ne s'écoute et surtout ne s'entend. Alors j'aimerais finir cette chronique un peu comme je l'ai commencée, car après avoir lu ce livre, j'ai envie de vous remercier, cher Monsieur Lemoyne, cher Jean-Luc, si vous me permettez. Et à côté moi, solennel d'un seul coup. D'avoir avec votre pièce Liquidation cette humanité iconoclaste qui aide sans aucun doute à ne pas sombrer dans la folie.
Merci beaucoup Annabelle Chakmes chez Les Fous d'Albert Londres aux éditions Arléa et dans toutes les bonnes librairies. On se dit évidemment à la semaine prochaine. Et tout de suite, c'est le billet du jour avec Sarah Elbaz. Le billet du jour. Bonjour Madame Elbaz. Bonjour Madame Cohen. Bonjour Monsieur Lemoine. Bon, il n'y a que des monsieur madame ici. Voilà, c'est D'accord, ça. très bien. Alors déjà, sachez, Jean-Luc Lemoine, que je suis très émue d'être là près de vous. Moi, plus toute jeune humoriste à traîner dans les caves le soir pour faire des blagues. Hein. Parce que sinon, c'est un autre métier, mais on parlera pas de mon passé sérieux, s'il vous plaît. C'est comme si Annabelle tapait la discute avec Marc Lévy en soi. En soi. Non mais c'est fou. Monsieur Lévy, j'avais vu que vous êtes avec nous pour parler de votre actualité. Et dis donc, quelle actu? Alors, il y a le prénom, témoin de mariage qui tourne encore, et votre spectacle Liquidation. En fait, c'est plus une promo, c'est un rayon complet. Facile, celle-ci, elle cartonne à fond aux caisses d'Intermarché, sachez-le. Vous venez pas avec une actu, vous venez avec un pack multifonction. C'est bon, j'ai fini avec les blagues du supermarché. Franchement, Jean-Luc Lemoine, vous êtes plus qu'un artiste, en fait, vous êtes une charge mentale ambulante, mais fun et agréable. Donc, en fait, un vrai couteau suisse. Vous êtes la lame, le tournevis, la scie, le décapsuleur. Moi, je suis le petit cure-dent en plastique qu'on garde en cas où. Tu vois. Alors, le prénom. Alors, vous jouez dans le prénom. En parlant de prénom, vous savez que moi, à la maternité, j'ai déclenché une guerre diplomatique à cause d'un prénom. Voilà, il y avait ma tante qui voulait le prénom de la grand-mère, une vieille tante inconnue qui a proposé un truc mystique, mais t'inquiète ma fille, avec ce prénom, ta fille elle aura beaucoup d'argent. Enfin là elle a 2 jours, hein. Je pense pas que l'état de son PEL la préoccupe tant que ça, mais bon. Et l'oncle qu'on voit jamais qui propose David. Mais tonton c'est une fille. Ah c'est une fille. Sympa, mais t'as eu un enfant à 17 ans? Mais non j'ai 37, bah ça passe vite hein. Résultat, ma fille a 6 prénoms. Elle peut perdre 3 identités sans stress et si un jour elle veut faire une fuite arnaque fiscale, elle a de la marge. Témoin de mariage. Ah, être témoin, c'est le seul moment où on te donne une responsabilité dans une relation qui n'est même pas la tienne. On te dit, tu es en charge du discours. Mais personne ne t'explique rien, tout est inventé. On redécouvre les gens, des histoires passées. Et t'es là le jour J. Tous mes vœux de bonheur, mes amours, je vous aime. Alors qu'en fait, tu peux plus blairer la mariée, qui de base est ta meilleure amie, mais qui s'est transformée en Godzilla pendant les préparatifs, et que t'as découvert que le marié a le QI d'un stylo 4 couleurs finalement. Je pense à des gens actuellement, c'est vrai. Être témoin, c'est un CDI émotionnel dans une boîte qui peut fermer du jour au lendemain, et ça c'est pas ok. Et liquidation. Alors moi, quand j'entends faire le bilan du monde, je me demande déjà si je veux vraiment savoir ce qui se passe. Parce que mon fil d'actualité, c'est un peu la liquidation permanente. Je me lève, je vois un débat politique qui ressemble à une sitcom, un article 10 raisons pour lesquelles les chats dominent Internet, un pote qui me demande si le pesto peut aller dans un brownie. À ce stade, j'ai l'impression que mon cerveau a déjà été mis en liquidation judiciaire avant même que j'ai fini mon café. Et l'idée de faire le bilan du monde entier, je trouve ça courageux, hein, parce que déjà le bilan de ma vie de la semaine dernière, j'aimerais l'éviter. Finalement, Jean-Luc, vous me rassurez et m'inspirez. Et oui, parce que moi qui ai toujours 1000 projets à la seconde, du drame au rire, du stand-up au podcast, de faits divers, vous montrez que c'est possible de créer, de jongler, de construire quelque chose de cohérent tout en restant fidèle à soi-même. Ça me motive, ça me donne envie de continuer à essayer, à oser, à explorer, à vivre pleinement mes idées. Et finalement, ce serait pas ça la vie d'artiste, Jean-Luc. Wow. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Bravo. Sarah Elbaz. On se dit à la semaine prochaine sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Ne tremblez pas, Jean-Luc Lemoine, ça va bien se passer. Elle me fait peur la dame. Elle est sympa. Comme toujours à la fin de cette émission, on va débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et aujourd'hui, c'est dans le regard de Véronique Zana. Bonjour Véronique. Bonjour Cyrielle et bonjour Jean-Luc. Et non, je ne suis pas Madame Zana, ça c'est ma mère. Mais commençons effectivement avec ce portrait et où je me suis vraiment régalée parce que, alors j'ai envie d'attaquer tout de suite, j'ai l'impression que vous avez un œil du peintre, du croquis. Parce qu'il y a chez vous, dans cet humour, il y a de l'incisif, il y a du mordant, mais c'est toujours des choses instantanées, captées. Et je trouve ça super intéressant parce que je me suis aussi posé directement la question de la place de l'écriture et la navigation entre l'écriture et la scène. Et il y a ce truc-là chez vous d'un peu particulier, d'un décalage en fait, d'une navigation entre deux pôles. Et d'ailleurs, souvent, quand vous avez tenté de décrire un petit peu votre enfance, ça naviguait entre heureux et ennui, entre enjoué et timide. Et puis, il y a, au milieu de tout ça, toujours un peu de croquis. Et j'ai vraiment savouré le copain qui vient avec vous sur scène
c'est mon camarade de maths. Et ça, je trouve vraiment ça chouette parce que ça vient typer une époque, une complicité, et c'est vraiment pas anodin. Et puis ensuite, un trio qui s'appelle Les Cauchemars. Alors, il y a vraiment, même si on rigole, il y a l'air d'avoir quand même une petite terreur derrière qui essaye d'être calmée avec cet humour. Et puis comme il faut quand même du sens et du bon sens, bon, être sur scène, j'adore ça, mais il faut quand même bien manger. Et qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce qui pourrait s'en rapprocher ? Ça aussi, c'est intéressant. La pub. Bah oui, culture pub. Et puis, la nuit des publivores. Enfin, c'était quand même un endroit où on s'amusait bien et où l'humour avait vraiment toute sa place. Et donc, vous naviguez entre l'écriture, entre la scène, entre le jeu et se mordant, parce que choquer les bourgeois, c'est facile. Et là aussi, vous avez compris que l'humour, ça peut pas être plat, ça peut pas être facile. Il faut que ce soit complexe, il faut qu'il y ait du jeu de mots, il faut que ça fasse réfléchir. Et c'est sans doute là votre petit coup de patte qui permet d'arriver à autre chose que cette simplification. Alors, on pourrait penser que le monde veut nous y emmener, mais si on veut résister, la complexité, elle est vraiment partout. Et c'est bien ce qu'on entend dans votre œil. D'ailleurs, c'est marrant, un œil qui parle. mais pourquoi pas après tout ? Alors, l'idée du psychopathe. Alors ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui vous accroche dans le psychopathe ? C'est qu'il marche lentement. Alors, c'est pas l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, c'est celui qui marche lentement. Et là aussi, une économie de jeu qui laisse entendre le silence. Et ça, c'est pas rien, parce que vous avez une vie qui est tellement cadencée, qui est tellement remplie, que le silence peut peut-être être aussi quelque chose à rechercher comme un nouveau risque, un nouveau défi. Et je serais pas du tout étonné que ce soit un projet futur et pas du tout un projet abandonné. Et alors, ce qui était aussi intéressant, c'est comment vous faites en sorte de séparer les univers. Vous avez tout de suite dit, j'essaye de pas créer un personnage quand je suis dans les médias. Donc, il faudrait que le théâtre, la scène, soit quand même à part de l'univers du média. Mais sachant que vous êtes le même homme, bien les facettes, elles dodelinent entre les deux et ça donne votre particularité. Et puis cette nostalgie du moment sale gosse, ça aussi j'ai trouvé ça assez savoureux et que c'est ce qui continue à porter la création. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de vous aujourd'hui sur Radio J ? Que le désir, eh bien, on ne cède pas dessus, mais on peut composer. Et on peut faire de la pub à la radio ou de la scène, du one-man show au groupe. Mais par contre, on ne cède pas à la facilité. Et le jeu de mots, la complexité, c'est le premier pas pour aider les gens à réfléchir et porter vers autre chose. Qu'il y a dans la vie aussi, tous les jours, une écriture comique. Et ça, on vous a bien entendu évoquer toutes ces anecdotes. Et que ça peut devenir un croquis que vous ciselez avec piquant. Et que naviguer entre deux pôles, ça permet peut-être de trouver son identité de façon un peu plus souple. Bah écoutez, moi j'ai l'impression d'être tout nu là. Merci beaucoup Véronique Zana, qui est notre psychanalyste que l'on retrouve toutes les semaines sur l'antenne de Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine d'être venu nous voir pour votre spectacle Liquidation en tournée, également avec Le Prénom sur scène en tournée. Merci beaucoup. Un mot de la fin qui vous revient, vous dites vraiment sincèrement ce que vous voulez. Non, sincèrement déjà, je voudrais toutes mesdames, parce que j'avais pas compris qu'il fallait dire madame, monsieur, ici, vous remercier parce que j'ai passé un moment délicieux et surtout... C'est toujours particulier parce que quand vous faites ce métier-là, pour moi c'est un art très populaire, faire de l'humour. Et l'idée c'est de mettre les gens dans une position de confort pour que les gens se marrent avant tout. Et après moi mon vrai objectif c'est que les gens se disent ok on s'est beaucoup marré mais racontez quelque chose. Et en vous écoutant parler de mon travail j'ai eu l'impression que vous avez tout compris. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine, merci beaucoup d'être venu nous voir sur cette antenne. À la réalisation audio et vidéo aujourd'hui Benjamin Arnaud. Notez que vous pouvez nous réécouter évidemment quand vous le désirez sur le site officiel de Radio J, radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes de streaming. Nous on se donne rendez-vous lundi dès 15h avec l'influenceuse Charlotte Love Shopping pour la première fois en interview. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati et dans un instant ce sera le journal sur Radio J. Bon week-end et belle écoute.